comme vous pouvez imaginer, je vais vous inviter à vous inscrire parce que ça donne une visibilité à vos projets. Et puis des activités. Alors, dernière activité, c'est l'animation d'une table ronde d'experts sur le vaccin qui a eu lieu le 24 novembre avec 420 participants au Zoom et un écho qui n'est pas encore terminé, mais on avait vraiment besoin de ces échanges au niveau régional. Alors, pour moi, ça reflète une évolution de la santé globale qui met l'emphase sur cette dimension régionale, hein, parce que les épidémies, elles ont une cohérence. Merci de revenir à la diapo, s'il vous plaît. Elles ont une cohérence au niveau régional. Merci de revenir à la diapo précédente, s'il vous plaît. Et je me permettrai de vous dire quand il faut changer de diapo. Donc, là, on a une nouvelle structuration de la réponse. Pour moi, c'est une échelle, cette échelle régionale, qui est pertinente sur le plan opérationnel. C'est là qu'il y a les ressources. C'est là aussi qu'on peut se faire entendre. Et c'est en phase avec une partie, avec le cœur, on va dire, du réseau anthropologie, avec la dimension régionale du réseau anthropologie des épidémies émergentes. Diapo. Alors, je vais vous mettre l'adresse dans le chat. Diapo, s'il vous plaît. Donc, voilà le site web de ce groupe recherche opérationnelle. Et il y a l'enregistrement de la table ronde d'experts. Et on est vraiment dans des questions anthropologiques. Ça questionne l'unité de la région, la diversité. Alors, linguistique, cette plateforme, ce groupe est essentiellement en français. Et on peut questionner à l'intérieur le rapport entre échelle régionale et nationale. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, revenons au réseau. L'objectif suivant, c'est, on m'a fait remarquer que ce n'est pas un nouveau défi, mais il s'amplifie, c'est s'orienter dans l'infodémie. De plus en plus de publications, y compris en sciences sociales. Et puis, on voit émerger, avec le Covid, à mon avis, un nouveau, j'appelle ça marché, on peut dire marché cognitif, du feedback des populations, où on recueille des données auprès des populations et on considère que c'est les données pertinentes pour travailler, adapter aux populations. Et par ailleurs, des big data, c'est-à-dire qu'on par les réseaux sociaux, on aspire au niveau global des données qui ne sont pas contextualisées et on analyse ces données. Alors, c'est intéressant, mais il faut faire attention parce qu'il y a une concurrence potentielle avec les sciences sociales, dans la mesure où c'est des données assez brutes, qui ne sont pas contextualisées, qui ne sont pas analysées avec l'organisation sociale qu'elles reflètent et dans laquelle elles sont construites. Donc, on a des gros financements sur ce nouveau marché, et je pense que ça, c'est nouveau avec le Covid. Alors, pour se retrouver dans l'infodémie, on a une revue, on a de nouveaux outils. Hein. N'oublions pas qu'on a les revues synthétiques du groupe Social Science in Humanitarian Action, qui sont peut-être pas assez en français. Et puis, on a sur le site du RAE des indications d'actualité, alors qui ne vivent qu'avec ce que vous y mettez. Hein. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez envoyer des informations sur le fil d'actualité. Enfin, pour moi, pour la réflexion, je pense que le RAE, il doit favoriser l'approfondissement, c'est-à-dire les sciences sociales, plutôt que l'aspiration de données de population non problématisées. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors ensuite, objectif suivant, c'est promouvoir la formation et l'innovation conceptuelle au travers d'échanges de chercheurs, regards croisés, nord-sud, sud-nord. La journée de Marseille, elle était discutée par des chercheurs du Sud. On a aussi un chercheur du Sud qui a participé à une équipe de recherche au Nord. C'est ce qu'on souhaite dans le réseau multiplié. Aussi un travail sur les formations de base. Anthony va parler de Sonar. On a aussi fait des sortes d'expérimentations. Il y a beaucoup de choses à faire autour justement de ces travaux en ligne. Ensuite, ce qu'on souhaite faire, c'est développer la part d'échange et de co-élaboration.
Et donc là-dessus, on attend des suggestions sur les outils, les nouveaux outils, sur le site web. Diapo suivante, s'il vous plaît. Est-ce qu'il faut utiliser, diapo suivante s'il vous plaît, est-ce qu'il faut utiliser davantage les réseaux sociaux? Bref, en résumé, c'est une force d'échange et de circulation d'idées, c'est la richesse et la puissance du collectif, et ça permet d'être au cœur de notre discipline de l'anthropologie. Le réseau initialement était un réseau sciences sociales au sens large, et puis ça s'est recentré sur cette question de l'anthropologie, qui est la discipline des sciences sociales la plus impliquée dans la réponse aux épidémies. Et puis, alors, les sciences sociales, elles sont reconnues, mais je trouve qu'on a une nouvelle situation de faiblesse de la composante science dans le terme sciences sociales. Donc, on a ce danger, après avoir beaucoup travaillé à opérationnaliser, peut-être que le réseau doit davantage travailler justement à théoriser, à permettre de se recentrer sur ces échanges. Par ailleurs, on a de nouvelles opportunités d'échange à des niveaux supranationaux. Et donc, on va maintenir dans ce réseau une dimension qui est francophone, qui nous semble importante, y compris dans nos observations autour de la Covid, par exemple, autour des pratiques de traitement, par exemple la chloroquine, il y a sans doute une dimension linguistique forte. Et puis, on a besoin d'activités qui gardent ouvert l'espace d'échange et d'information et qui soutiennent la réflexion. Donc, c'est la dernière diapo qui va être montrée. Dernière diapo, s'il vous plaît. Donc, merci d'envoyer vos réflexions pour développer en 2021, donc pour ce rendez-vous qui sera annoncé probablement en février. Donc, merci de les envoyer à Fanny avec vos souhaits, vos suggestions, vos propositions d'activités. Et donc, je vous remercie pour votre écoute. On n'a donc pas le temps de discuter, mais je donne la parole à Anthony, qui, dans ce zoom arrière à partir de l'ethnographie guinéenne, va passer de l'échelle RAE à l'échelle plus globale de Sonar. Et je vous remercie pour votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Frédéric et merci à Alice. Alors, je vous parle moi aussi depuis Dakar. L'idée, c'est de vous présenter le réseau international Sonar Global qui vise à former principalement sur les dimensions sociales des nouvelles épidémies émergentes. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, je vais aller assez vite puisque Alice a déjà présenté les éléments de contexte, mais le projet Sonar Global, en gros, c'est vrai que c'est on pourrait dire, c'est une sorte de bébé un peu du RAEE, puisqu'il est venu succéder en fait aux différentes mobilisations des chercheurs en sciences sociales sur Ebola, à la fois, mais aussi sur d'autres épidémies. Diapo suivante. Là aussi, je vais aller assez vite. Donc, le constat, donc, il a été rappelé par Frédéric tout à l'heure, mais aussi par Alice, c'est qu'on a une réponse insuffisante pendant les épidémies suivantes en termes de chercheurs nationaux avec des connaissances en santé. On a aussi besoin de réseaux étendus. Comme on l'a rappelé aussi tout à l'heure, les épidémies, elles ne connaissent pas de frontières. Nécessité de faire valoir des modèles de gouvernance et de collaboration, et aussi de valider des modèles d'évaluation qui soient sensibles aux populations. Donc ça, c'est ce contexte-là qui explique aussi la création du projet Sonar Global. Dia suivante, s'il vous plaît. Alors, l'objectif du projet Sonar Global, c'est de mobiliser les sciences sociales contre les menaces infectieuses. Alors, ces menaces infectieuses, elles sont comprises comme nouvelles épidémies émergentes ou réémergentes, mais aussi avec toute la dimension de résistance aux antimicrobiens. C'est un projet de 2019 à 2021 qui est financé par la Commission européenne. Donc là, je vous ai mis une capture d'écran du site internet de Sonar Global à droite. Deux résultats attendus. Donc, vous allez voir que c'est des résultats qui sont parfaitement alignés avec ceux du RAE. C'est de la constitution d'un réseau de spécialistes travaillant sur les épidémies et la rame, spécifiquement, et la mise à disposition de ressources clés pour les chercheurs, mais aussi pour les acteurs de la riposte. Alors, dia suivante, s'il vous plaît.
Les spécificités de Sonar Global, donc là aussi, on retrouve une dimension de fédérer différents chercheurs en sciences sociales via un répertoire des experts sur le site web de Sonar Global, qui compte à l'heure actuelle à peu près 540 membres, ce qui est quand même assez important. La mise à disposition d'informations actualisées, notamment sur le Covid, les outils basés sur le terrain, notamment un angle sur la vulnérabilité des populations qui est important, et l'idée aussi de renforcer les capacités locales pour répondre à la fois à l'instabilité des menaces infectieuses, mais aussi au contexte d'incertitude. Dia suivante, s'il vous plaît. Alors, le réseau, c'est un gros réseau. C'est un réseau international puisqu'il regroupe des institutions sur 3 continents. Il est piloté par l'Institut Pasteur à Paris, par le docteur Tamara Gilvernick, qui est anthropologue, que je pense beaucoup connaissent. Donc, plusieurs institutions dans plusieurs pays, sachant que le projet Sonar Global vient de s'ouvrir de nouveau. Il y a eu un nouvel amendement qui a intégré des nouveaux pays comme l'Italie, l'Allemagne, le Danemark, la Slovénie. Donc voilà, on est quand même des organisations de bonne envergure avec des collaborations très régulières. Et le CRCF, au niveau du Sénégal, joue le rôle du hub régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Dia suivante, s'il vous plaît. Alors, le CRCF, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, donc, le CRCF porte beaucoup de recherches multidisciplinaires appliquées et théoriques sur les maladies infectieuses émergentes, avec une composante santé publique et sciences sociales très importante. Sur le Covid-19, on a été aussi mobilisé très rapidement. C'est ce que disait aussi Frédéric pour le cas de la Guinée. C'est notre cas aussi au Sénégal. Alors, dans le cadre du projet Sonar Global, on est co-responsable d'un groupe de travail sur le renforcement de capacité. Dia suivante, s'il vous plaît. Alors, je passe assez vite, mais les activités du réseau, elles sont centrées autour de plusieurs paquets de travail, donc des World Packages. Nous, on va se concentrer là sur tout ce qui est formation sur les épidémies et RAM. Dia suivante. Voilà, encore, s'il vous plaît. Alors, sur ce volet formation sur les épidémies et les résistances aux antimicrobiens, voilà, dia suivante, s'il vous plaît. Alors, nous, on est co-leader, donc le CRCF, avec l'AIGHD, donc qui est Amsterdam Institute of Global Health Development, qui, eux, sont spécialisés sur les résistances aux antimicrobiens, et le CRCF sur les épidémies émergentes. Donc, il y a un travail très important qui a été fait de mapping de toutes les formations existantes sur les épidémies et les RAM, que vous pouvez là aussi trouver directement sur le site de Sonar Global. Et une activité phare, c'est la production de manuels de référence, donc à la fois sur les épidémies émergentes. Ça a été notre travail avec Alice et Roudia, entre autres, hein, je vais revenir sur les auteurs, et pour la IGHD, spécifiquement sur les résistances aux antimicrobiens. Donc, de notre côté, ça existe en français et en anglais. Et pour les RAM, pour l'instant, ce n'est qu'en français. Voilà, dia suivante, s'il vous plaît. Alors, le processus de rédaction de ce manuel sciences sociales, enfin, les dimensions sociales des épidémies émergentes, il est parti d'abord d'un atelier à Gorée en novembre 2019 qui a regroupé 12 experts de 8 pays et de 6 disciplines. Voilà, je vous ai mis une petite photo. Je pense que beaucoup se reconnaîtront ou reconnaîtront des collègues. On a rédigé le document en sollicitant ces différents experts et d'autres, bien entendu. Donc, on a en tout 53 études de cas de plus de 20 auteurs. Donc, j'ai cité quelques auteurs du réseau qui ont contribué au manuel. Tout le monde n'est pas cité. Hein. Désolé, la slide était un peu petite. Et on a envoyé le document aussi pour validation. Donc, c'est vraiment un processus de rédaction qu'on pourrait appeler démocratique et qui veut constituer maintenant. On sait qu'on a un souci au niveau de la formation, notamment de jeunes chercheurs pour qu'ils se spécialisent sur les épidémies émergentes. Et là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un document qui part d'expériences de terrain, qui part de cas concrets et aussi d'un bagage théorique
afin d'avoir des équipes qui soient opérationnelles. Dia suivante, s'il vous plaît. Alors, ce manuel, donc, je l'ai déjà dit, il est le résultat de la collaboration avec plusieurs spécialistes. Il est construit autour de 13 modules. Il se veut aussi adaptable à chaque contexte, puisqu'on a des études de cas de terrain qui sont vraiment… donc, il y a des études de cas sur l'Afrique de l'Ouest, mais aussi sur l'Asie et aussi sur les Amériques. Ça intègre bien entendu la pandémie de Covid-19. Nous, c'est vrai que la pandémie est venue percuter, entre guillemets, le travail qu'on menait, mais en même temps, c'est très bien puisqu'on a pu intégrer et avoir des nouvelles réflexions sur cette pandémie. Et il sera accessible gratuitement, ça c'est quand même important, avec une version téléchargeable en ligne. Dia suivante, s'il vous plaît. Alors, je ne vais pas passer en détail la table des matières, mais c'est simplement pour vous donner une idée quand même de ce qu'on embrasse dans ce manuel. On a essayé justement de synthétiser les grands chapitres concernant les maladies infectieuses émergentes, avec, comme je le disais, la participation de multiples chercheurs. Dia suivante. Alors, ça, c'est le premier manuel qui est à destination des chercheurs en sciences sociales. Il y a un deuxième manuel qui est à destination des acteurs de la riposte. Donc, c'est un manuel beaucoup plus opérationnel qui reprend des thématiques qui ont été abordées dans le premier manuel, mais sous l'angle opérationnel. Ça veut dire que là, on s'adresse à des gens qui ne sont pas spécialistes des sciences sociales. Et là, ça vise très, très clairement à booster les recherches multidisciplinaires et à favoriser une compréhension mutuelle entre chercheurs en sciences sociales, chercheurs de santé publique, cliniciens, etc. Voilà, dia suivante, s'il vous plaît. Alors, quelles sont les perspectives? La plateforme Sonar Global, elle est en développement continu. Comme je vous l'ai dit, là, il y a même des nouveaux pays qui ont adhéré. Bien entendu, le RAE, GA s'encastre dans Sonar Global. Et l'idée, c'est que ça donne une caisse de résonance aussi très importante avec Sonar Global, puisque ça mélange des chercheurs aussi anglophones. Vous avez pu le voir tout à l'heure sur la carte. C'est d'ailleurs, on est minoritaire dans le réseau Sonar Global, mais ça nous donne aussi des ressources pour faire entendre notre voix. Donc, vous inscrire sur le répertoire Sonar Global, je ne saurais que vous le conseiller, et profiter aussi de l'opportunité pour communiquer sur vos travaux via le site de Sonar Global. Il y a beaucoup de possibilités, à la fois de rédiger des articles très courts ou des notes opérationnelles, notamment sur le Covid. Nos collègues de l'Institut Pasteur sont très demandeurs en fait de nouvelles de terrain, etc. Le manuel de formation pour les scientifiques sociaux, il y a un premier test qui va être fait en français au CRCF. Ensuite, le manuel sera disponible début 2021 sur le site de Sonar Global. Donc, c'est un manuel qui est à destination des formateurs, je le précise. Mise à l'échelle des formations via les hubs régionaux, donc via nos différents partenaires, à la fois en Guinée, mais aussi au Burkina, au Bénin, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. L'idée, c'est vraiment de profiter de ce manuel de référence pour former des nouvelles ressources. Le développement des hubs régionaux, bien entendu, et l'idée, c'est de s'inscrire pour être informé, mais surtout de participer au collectif. Ce type de réseau Sonar Global, bien entendu, c'est ce qu'on en fait. On a un bel outil, on a des ressources qui sont mises à disposition. Je pense que c'est important de s'engager. Dia suivante. Alors voilà, je vous présente rapidement les webinaires. Je sais qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Le réseau Sonar Global a déjà organisé 4 webinaires. Là, je vous en présente 3, dont un en français qui a vu la participation de Alain Epelboin, de Alice Desclos, Blandine Villa et de Francis Akindes. Toutes les sessions sont disponibles, encore une fois, sur le site de Sonar Global. Dia suivante, s'il vous plaît. Alors, pour conclure, Sonar Global, c'est une plateforme innovante. Comme je vous l'ai dit, ça répond aux besoins d'intégration des scientifiques sociaux dans la réponse aux épidémies. On voit bien qu'il y a des demandes pressantes
des acteurs de la riposte sur les sciences sociales. On le voit bien aussi avec la plateforme de l'OMS. Donc, c'est une opportunité à saisir pour, je dirais, le passage à l'échelle. Et le gros avantage aussi de ce réseau, c'est de pouvoir mobiliser rapidement des spécialistes et de faire des comparaisons internationales et régionales, comme nous en donne l'occasion cette journée qui est organisée aujourd'hui au CERFIG avec le soutien du projet Sonar Global. Voilà, dia suivante. Merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas à visiter le site de Sonar Global. Merci. Merci beaucoup Anthony pour cette présentation. Merci Alice. Maintenant, on passe la parole à... Alors, il y a un problème d'écho. Alors, on passe la parole maintenant au professeur Moustapha Diop. Ça fait écho. Fanny, introduis Moustapha et précise qu'on a 20 minutes de discussion. Très bien, sauf que je ne sais pas pourquoi, mais ça ne marche pas. Ah, voilà. Bon. Excusez-moi, je vais juste vérifier. Voilà, c'est bon. Est-ce qu'on m'entend? Oui? Je ne suis pas sûre parce que... En bleu, c'est bon. Très bien. Bah, écoutez, j'espère que tout le monde m'entend. Maintenant, à partir de ce moment, j'enlève légèrement mon masque pour que tout le monde comprenne bien. On va vous présenter les travaux préliminaires de nos recherches qui ont été faits dans le cadre du projet Aryakov. Donc, il y a plusieurs chercheurs qui sont présents dans cette salle. Le premier à nous présenter ces recherches, ça va être Moustapha Keita Diop sur la stratégie de lutte contre la Covid-19 en Guinée et les réalités de terrain observées dans le suivi des contacts. Petite précision avant de commencer, il va y avoir 15 minutes de présentation et ce sera suivi ensuite de 20 minutes de discussion où les gens en présentiel pourront poser des questions, également les gens en ligne via le chat. Voilà, donc je laisse la parole à Moustapha Keita Diop et je demanderai juste, si possible, parce qu'on n'a pas évoqué ça au début, s'il est possible de mettre les téléphones sur silencieux pour ne pas déranger la personne, enfin ne pas perturber la personne qui présente. Merci. Merci beaucoup Fanny. Donc il s'agit donc de parler de la stratégie de lutte contre la Covid-19 en interaction avec le suivi des contacts par l'intermédiaire des agents de santé. Je ne reviendrai pas sur les contextes qui ont été rappelés par Frédéric Lemarcy. Et très brièvement, il est important de revenir sur un certain nombre de thématiques pour ne pas parler des résultats qui sont apparus lors de cette enquête de terrain sous le suivi des contacts en interaction par rapport aux stratégies de riposte mises en place pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en Guinée. Donc, il est important de revenir sur ces thèmes-là. Souvent, ce qu'on appelait suivre des contacts sans contact, c'est-à-dire que le suivi de contacts par téléphone, le confinement à domicile ou à l'hôpital, qui est apparu dans le cadre de la riposte Covid-19 en Guinée, et puis aussi suivre les contacts et perdre beaucoup de contacts dans ce processus. Et enfin, l'agent communautaire qui sert donc de véhicule l'observation et la confrontation de ces stratégies sur le terrain, particulièrement sur le suivi des contacts. Et puis, éventuellement, une conclusion. Donc, l'objectif, en tout cas, de cette communication, c'est de montrer les interactions entre les stratégies élaborées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qu'on appelait ici Stop Covid-19 en 60 jours, qui nous rappelle d'ailleurs, ceux qui se souviennent, de la stratégie Stop Ebola en 60 jours, et qui a été donc élaborée pour faire face à la riposte à partir du mois d'août et mois de juillet, et qui a duré 6 mois sur le terrain, et qui était vraiment une stratégie
conjoncturelle et qui montre très bien que les épidémies, à chaque épidémie, des stratégies adaptées ou des stratégies élaborées. Mais le constat, en tout cas, montre bien, en tout cas, si on part de ces deux stratégies élaborées entre Ebola et Covid, c'est qu'à la fin de chaque épidémie, on constate, disons, que le système de santé, en général, n'est pas renforcé, en particulier les systèmes de santé communautaires. Et donc, ça, on va le montrer très rapidement à travers le rôle et la place des agents communautaires, et qui mettent bien en évidence cette observation, hein, à chaque fois conjoncturelle et non structurelle des systèmes de santé. Et donc la question qu'on se pose, qu'on s'est posée pour vraiment mettre en évidence cette observation, c'est se demander comment concevoir une stratégie de riposte durable au-delà de l'urgence sanitaire. Que faire pour que le système de santé puisse répondre efficacement aux épidémies émergentes en Guinée? Donc, cette enquête, je ne reviendrai pas donc sur le contexte de l'enquête. Globalement, cette enquête a eu lieu donc à Conakry entre le mois de septembre et le mois d'octobre, en plein contexte électoral. Et la stratégie d'enquête se reposait sur le suivi constant d'un agent communautaire sur le terrain, essayer de voir aussi son parcours, ses conditions de vie, ses conditions de travail et les préoccupations de ces agents, puisque ce sont les agents communautaires constituent le pilier même du système de santé communautaire et qui sont en interface directe avec les contacts ou les patients et qui surveillent la communauté et qui remontent les informations dans le système. Donc, on a aussi très rapidement rencontré tous les acteurs clés du système de suivi des contacts, à partir d'abord du département de surveillance de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, des équipes d'investigation du suivi des contacts au niveau de la direction communale de santé de Ratomant et les équipes de prise en charge du centre médical communal. Je rappelle très bien que toutes ces instances de suivi de contacts, tous ces organismes de suivi de contacts font appel aux agents communautaires. Donc, on a essayé dans cette démarche de reconstituer les dispositifs et les étapes de suivi de contact en interaction avec les agents de santé et les agents communautaires sur le terrain. Ce qui est important, c'est que 80% des cas positifs sont concentrés à Conakry. Et l'enquête s'est déroulée dans une commune qui est la plus impactée. C'est la commune de Ratomant, où on a au moins 34,7% des cas. Et c'est une commune très intéressante parce qu'il s'agit d'une commune de résidence, où habitent la plupart de l'élite du pays, la plupart des populations favorisées, et qui voyagent beaucoup. Donc, ce qui fait qu'il y a un lien entre la transmission de l'épidémie liée à ce qu'on a appelé, ici en tout cas en Guinée, l'épidémie de la couronne ou l'épidémie de l'élite. Et cette enquête montre bien la concentration dans cette commune, les cas les plus élevés et qui résultent également des populations beaucoup plus favorisées. Premier constat dans cette présentation, suivre des contacts sans contact. Ça veut dire tout simplement que la stratégie de contact qui a été mise en œuvre et qui vient d'Ebola était de suivre systématiquement les contacts par téléphone. À l'époque d'Ebola, je rappelle, les informations étaient ascendantes, c'est-à-dire que c'était les MOSO, c'était les mobilisateurs sociaux, les comités de villageois, par le biais de 115, appelaient, signalaient, alertaient les situations des cas ou des cas suspects dans les villages, puisque je rappelle encore que Ebola a été beaucoup plus rural avant de devenir urbaine plus tard sur Conakry. Et donc, à l'inverse, Covid-19
les informations étaient beaucoup plus descendantes, c'est-à-dire à partir de dépistage et les données enregistrées au niveau de l'ANS, dans une base de données, on essaye de téléphoner et de répartir les cas positifs et les contacts à suivre au niveau de chaque district sanitaire. Et c'est donc à partir de où que, normalement, on va chercher maintenant les contacts et les agents communautaires sont particulièrement au cœur donc, du suivi des contacts sur le terrain, l'identification, l'investigation, la localisation des agents communautaires. C'est-à-dire que le rôle des agents communautaires est déterminant dans cette stratégie de riposte et de surveillance de communauté. Deuxième élément important qui est sorti de notre résultat préliminaire, c'est que c'est la notion, c'est l'instrumentalisation de la notion de confinement. La connaissance qu'on a de confinement, c'est que confiner, c'est mettre la population qui est en bonne santé à l'abri pour ne pas être contaminée et isoler les malades. Or, en Guinée, cette notion de confinement a servi, puisque c'est l'élite qui était la plus touchée et que la plupart des gens ne voulaient pas aller à l'hôpital, on a essayé de faire ce qu'on appelle le confinement communautaire ou le confinement à domicile. Et ce confinement a favorisé cette catégorie dans l'intérêt de la commune de Ratomo, où la plupart de ces populations avaient le choix de rester à domicile, puisque les critères, en tout cas plusieurs critères, le plus important, c'est les critères de logement, donc d'isolement, de capacité d'isolement. Or, il se trouve que ces populations ont beaucoup plus de possibilités de s'isoler et donc à domicile. Ce qui est important à rappeler, c'est vraiment qu'il y a des inégalités de santé, comme le rappelle d'ailleurs l'ouvrage de Fassin et Leclerc que vous voyez affiché, c'est qu'il y a les populations favorisées ont le choix de rester à domicile et les populations défavorisées n'ont pas cette possibilité puisqu'il y avait de nombreuses dérogations, même les critères n'ont pas été remplacés, respectés pour que certaines catégories sociales puissent rester confinées, comme on dit ici, à domicile. Et donc, également, dans le cas de ce confinement, les agents communautaires jouent un rôle très important, puisque c'est eux qui distribuent les vivres et surveillent les ménages confinés à domicile pendant au moins 14 jours. Troisième élément important, c'est suivre et perdre le contact. L'objectif initial de la stratégie Stop Covid en 60 jours, c'est d'identifier et de dépister en suivant 100% des cas pendant 14 jours. Mais dans la pratique, cette opération est devenue complètement impossible dans la mesure où il était très difficile. Si à l'époque d'Ebola, il n'y avait pas beaucoup de contacts, mais avec Covid, on a eu énormément de contacts, tant les relations professionnelles, les relations familiales. Donc, le nombre de contacts dans une société communautaire comme en Afrique est extrêmement important. Donc, il était impossible de suivre les contacts. Deuxième élément important, c'est que les contacts aussi avaient encore le souvenir d'Ebola qui avait traumatisé la population guinéenne. Les gens avaient peur de se faire connaître et parce qu'ils ont peur de la stigmatisation, de peur de leur emploi ou leur logement. Et donc, pour évoluer, la stratégie Covid s'est adaptée progressivement en fonction des réalités du terrain et on a mis en œuvre avec une note de l'ANS datant du 10 septembre 2020 pour essayer de limiter le nombre de contacts à suivre. Et c'est pour ça qu'on parle de contacts étroits. Donc, les contacts étroits, c'est des contacts les plus proches du cas positif et qui actuellement est en cours. Donc, on a réduit considérablement une autre difficulté très importante qu'on a pu, qui rend difficile le suivi systématique de contacts, contrairement à l'époque d'Ebola, c'est aussi la localisation des contacts, puisque c'est par téléphone et les gens donnaient soit des fausses adresses ou soit donnaient des localisations globales sans pouvoir le trouver. Et ce sont les agents communautaires qui cherchaient à localiser. Et on se rend compte qu'on a créé le problème d'adressage se pose, le problème d'accès à certains quartiers, à certaines localités se pose. On reviendra sur ces points très importants. Dernier élément important, c'est vraiment les conditions réelles de vie
des agents communautaires qui constituent le pilier du système communautaire en Guinée, mais qui sont les acteurs piliers, mais qui sont fragilisés par leurs conditions de travail. Et on montre très bien que ce sont des agents qui ne sont mobilisés que lorsqu'il y a une épidémie, qui ne sont mobilisés lorsqu'il y a une campagne de sensibilisation ou de vaccination. Mais après ces campagnes, ces agents se retrouvent sans emploi, sans indemnité, parce qu'ils n'ont pas de salaire. Ce sont des bénévoles. Et ce sont généralement ceux qui interviennent, notamment la conceptualisation des stratégies est faite par les organes centraux comme l'ANS, mais qui ne maîtrisent pas la réalité du terrain. Donc, il faut compter sur les agents communautaires à la fois pour adapter ces stratégies concrètement sur le terrain, pour les rendre efficaces et surtout négocier vraiment avec les relations sociales qu'ils... donc, à travers cette présentation, c'est que chaque épidémie nous montre effectivement que la maladie, le terrain, ce qu'on observe sur le terrain, concrètement, en dit beaucoup plus long que toutes les stratégies possibles élaborées. On oublie le plus souvent que le coût social du risque de la maladie reste une préoccupation constante dans une économie des survies, comme en Guinée. Pour conclure très rapidement, puisque le temps nous est compté, ce qui est important aujourd'hui, à partir de ces stratégies ponctuelles, conjoncturelles, on s'est rendu compte que ces stratégies n'ont pas renforcé le système de santé en général en Guinée et le système de santé communautaire, puisque quand il y a eu Covid, on est obligé encore d'équiper, de mettre en place un certain nombre de situations pour répondre à l'urgence. Et la spécificité de Covid a montré effectivement que ces stratégies ne sont pas forcément adaptées pour répondre à chaque épidémie qui présente des symptômes différents par rapport aux épidémies précédentes. Donc, l'idée, c'est de montrer et de proposer la construction d'un système de santé capable et durable de répondre aux urgences, au-delà des urgences, des systèmes de santé solides pour faire face à l'urgence. La guerre se prépare en temps de paix. Je vous remercie. Ah, je vous remercie. Merci beaucoup, Mustapha. Alors, nous avons souhaité, dans le cadre de cette journée, d'avoir vraiment un vrai temps de discussion et d'échange. Donc, on a vraiment le temps maintenant de poser des questions avant de passer à la présentation suivante. D'ailleurs, ce sera une pause avant de faire une petite pause. Donc, nous sommes ouverts maintenant à la discussion. Vous pouvez poser vos questions sur le chat que nous relayerons en salle. Et si vous avez des questions en salle, vous pouvez aussi intervenir. Oui. Alors, quand vous posez une question, c'est bien de vous présenter. Alors là, je peux le faire moi-même puisque je connais la personne qui pose la question. Professeur Mamadou Saliousso, qui est le directeur du service de maladies infectieuses de Donka, qui est devenu par force de nécessité le centre de référence de prise en charge du Covid à Conakry. Ouais. Merci beaucoup. Merci pour cette belle présentation. Alors, je viens d'écouter pour ce audio par rapport à tout ce qu'on a l'habitude de vivre après l'épidémie. On dit qu'on cherche à mobiliser les agents de santé de territoire, les agents de santé qui a priori n'avaient pas de boulot, alors que parfois c'est les médecins, c'est les infirmiers, c'est les hygiénistes, etc. Et puis quand il y a une épidémie, on essaie de les mobiliser. Et puis après, c'est fini. Quand c'est fini, on les laisse tomber et tout ça. Et donc, ma question, qu'est-ce que les socio-anthropologues vont faire pour attirer l'attention aux autorités? Puisque j'avoue que c'est quelque chose de très, très important. Comme m'a dit le professeur Diop, c'est important qu'on ait un système fiable, un système qui est là, qui répond aux endémies, mais aussi aux épidémies. Il ne faut pas attendre seulement qu'on ait une épidémie pour s'attaquer à l'épidémie. Mais il faut qu'on ait un système qui est là, qui est pérenne.
Puisque moi, je le dis le plus souvent, l'épidémie part d'un individu. Et si vous avez un système bien suivi, vous avez des cliniciens qui sont bien, et puis voilà, le reste sera, je pense, plus facile à gérer. Voilà, je ne sais pas ce que ces réseaux pour faire, en tout cas pour que ce soit, pour que les autorités puissent nous entendre, vous entendre. C'est ça la question. Je réponds tout de suite. Oui, c'est une question pertinente, Dr So, parce que on a eu la chance de comparer et de vivre deux épidémies. Et à la sortie de chaque épidémie, on se rend compte, effectivement, que le pilier de notre système de riposte, bon, c'est le cas des agents communautaires, mais ça a été le cas des mobilisateurs sociaux qu'on avait recrutés à l'époque pour faire la surveillance et faire le système d'alerte pour signaler les maladies ou les cas suspects dans les communautés. Et tous ces agents se sont retrouvés sans emploi. Et à chaque fois qu'on a une épidémie, finalement, on se rend compte qu'on peut pas, on n'a pas un système fiable d'alerte, de prévention. Et donc, je pense qu'il est important que la direction, il y a une direction nationale de santé communautaire qui est normalement chargée de renforcer les systèmes de santé communautaire et donc de consolider les agents communautaires en vraiment les intégrant dans le système de santé de façon durable, mais qui n'a malheureusement pour le moment, je ne sais pas quelles sont les difficultés à vraiment faire en sorte que, puisque je rappelle que ces agents communautaires, ce sont des agents qui sont bien formés, généralement des diplômés. L'agent que j'ai suivi, que je ne vais pas révéler le nom ici, que j'appelle Moko, c'est un agent de santé communautaire qui est diplômé en sciences sociales d'ailleurs, en histoire des relations internationales, qui est affilié. Bon, il y a deux types d'agents communautaires qu'il faut bien spécifier. Il y a des agents affiliés au centre médical de santé au niveau de chaque district sanitaire. Il y a aussi des agents qu'on recrute en fonction des besoins. Par exemple, quand il y a eu, on redoutait un nombre important de caractères, on a recruté d'autres agents. Mais finalement, après les 60 jours, on n'a pas continué à les connaître. C'est ce système très fragile et qui constitue le pilier même de la communauté. Ces agents, comme invisibles, négligés, et qui pourtant sont très utiles pour rendre les stratégies de riposte efficaces. Donc, je pense que c'est la responsabilité et au niveau du gouvernement, puisqu'on a eu deux expériences épidémiques, ça nous permettrait de tirer les leçons et de pouvoir renforcer progressivement, mais pas attendre que l'épidémie survienne pour qu'on comprenne que notre système le plus fragile, c'est notre système de santé communautaire, qui est affiché d'ailleurs partout comme le meilleur système structurellement dans les discours. Mais c'est un système qui n'est pas efficace parce qu'il repose sur des acteurs clés qui sont très fragiles. C'est le cas des recours qu'on appelle communautaires que Tidiane Bali va parler également. Si on a mis l'accent sur les acteurs du terrain, c'est effectivement à la base qu'une stratégie peut être efficace. Alors, il y a des questions sur le chat. Effectivement, moi j'ai 3 personnes qui lèvent la main et j'ai déjà 2 questions dans le chat. Mais je propose qu'on prenne encore une question là et après on alterne si ça vous convient. D'accord. Est-ce que peut-être qu'on peut avancer la question puis répondre aux on va prendre la question. Donc, Maurice Sondolo, qui est chargé de projet à l'ONG Enabel, ONG avec laquelle nous avions commencé initier nos premiers travaux sur le Covid et à partir desquels nous avons développé le programme Ariakov. Merci beaucoup. Merci, professeur. Je vous remercie pour cette différentes présentations très intéressantes. En effet, Enabel est très intéressé, nous sommes très intéressés par cette étude parce que nous avons été très tôt impliqués à ce que non seulement le système de santé, mais aussi le système dans sa globalité, c'est-à-dire les formations sanitaires, les agents de santé, mais aussi les agents communautaires puissent contribuer à la vie. Le commentaire que je vais faire, c'est partant de la présentation du professeur Diop. Je pense que, en plus de ce que vous avez dit, le système de santé, la santé communautaire, à ce qu'ils puissent aujourd'hui tenir compte de la situation, pas seulement en période d'épidémie, mais en toute
à tout moment de prendre les précautions. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Déjà, au niveau de la formation, je pense que ce qu'on pourrait faire, ce que je pourrais, si c'est possible, de cette proposition, comment intégrer aujourd'hui la sociologie, l'anthropologie à la formation médicale. Parce que les formations, comme tout le monde le sait, on a plus de la formation très médicale aujourd'hui. Alors que nous sommes dans un contexte social. Donc, je pense qu'on pourrait aujourd'hui aussi penser à comment intégrer cette dimension dans la formation déjà à l'université, en intégrant tous les aspects médicaux, mais aussi aux aspects sociologiques et anthropologiques, pour qu'on en tienne compte, parce que la majorité de la population qui est c'est pas dans la ils ne sont pas dans les centres urbains, ils sont dans les communautés, ils sont dans les villages, et beaucoup, malheureusement, ne sont pas à l'école, n'ont pas étudié à l'école. Donc, il est très important de tenir compte de cette dimension-là, si on veut aller beaucoup plus loin dans la maîtrise, la gestion des problèmes de santé. Merci beaucoup. Donc, je vais répondre à la première partie de votre question, puis la seconde partie, le professeur Frédéric Lemarcy va pouvoir le répondre. Donc, c'est vrai que je voulais profiter pour montrer que l'étude qu'on a réalisée, l'étude d'Enabel qu'on a réalisée bien avant, et sur l'état de préparation de nos structures de santé, a mis en évidence très rapidement que certes, on n'était pas prêt à faire face en termes, puisque les équipements même qui étaient déjà, qu'on a édités, des plans ont été démantelés dans un certain nombre de cas. Et donc, il a fallu, d'abord, les moyens n'étaient pas là, il a fallu que les dispensaires, les centres de santé commencent à prendre des précautions, puisqu'il a commencé à donner des informations. Mais on s'est rendu compte concrètement sur le terrain qu'on n'était pas prêt à faire face à une autre épidémie. Même s'il y a eu des acquis d'Ebola, et surtout ces acquis, c'était très important, il faut le souligner, ça a quand même permis à la population, au personnel de santé de réagir, mais réagir avec les mêmes ressources héritées d'Ebola, avec les mêmes techniques, avec les mêmes connaissances, alors que progressivement, on se rend compte que Covid n'est pas Ebola. Et du coup, cette adaptation montre effectivement que si le système de santé était déjà renforcé, quelles que soient les situations, on peut réagir rapidement. Or, s'il n'y a pas de personnel mobilisable et mobilisé, ça pose beaucoup de problèmes. La fréquentation pendant cette période des centres de santé a considérablement baissé. Les gens avaient peur d'aller dans les hôpitaux. Et cette étude réalisée avec Enabel a montré qu'on n'était pas prêt. Même s'il y avait déjà des dispositifs qui étaient mis en place, on n'était pas prêt. Et donc, d'où l'importance justement de mettre en interaction les stratégies d'urgence et la réalité du terrain. Et la réalité du terrain montre bien qu'on n'est pas prêt et qu'il faut anticiper pour renforcer en amont le système de santé et pour faire face à n'importe quel risque épidémique. Oui, concernant la formation du personnel de santé et des médecins et l'introduction de sciences sociales dans le cursus de formation des médecins, cette question, elle est aussi un vrai problème dans d'autres contextes. Je pense en France, maintenant, il y a des sciences sociales systématiquement dans les études de médecine, mais la plupart du temps, ces études de sciences sociales sont introduites en première année ou en deuxième année et en fait n'ont pas l'impact qu'elles pourraient avoir dans le cadre de la pratique des médecins qui deviennent médecins que très longtemps après avoir eu cette introduction aux sciences sociales. Alors qu'effectivement, il y a un besoin, et pas simplement un besoin en Guinée, parce qu'il y aurait des populations spécifiquement complexes qu'il faudrait étudier. La dimension sociale de la maladie est importante dans tous les contextes. Alors, je voudrais signaler quand même, même si je suis d'accord avec toi, Maurice, il y a besoin sans doute de transformer de manière plus radicale les curricula. Néanmoins, au CERFIG, on intervient dans la formation des médecins. Je signale le DU Santé Globale dans lequel il y a un volet de sciences sociales qui est proposé et le master actuellement qui est en cours au CERFIG, le master de microbiologie, avec tout un volet de réflexion de sciences sociales sur les questions bioéthiques en microbiologie qui est vraiment proposé et j'en ai assuré les cours cette année. Donc ça existe. C'est sans doute encore trop timide, mais on est dans une bonne direction qu'il faut approfondir. Et l'approfondissement de ces logiques, ça passe par la formation de chercheurs de sciences sociales spécialistes sur la santé en Guinée, et c'est ce qu'on essaie de faire avec Ariakov. Alors,
À moins qu'il y ait une autre question. J'ai pas mal de questions, moi, dans le chat. Je propose que ce qu'on fasse, c'est qu'on prenne les 3 questions des personnes qui ont levé la main pour l'instant, c'est-à-dire Abdoulaye Touré, Blandine Villa et Sylvain Faye, et qu'ensuite on s'adresse aux questions qui sont dans le chat. Je vais donner la parole à Abdoulaye Touré, sa question en premier. Présente Abdoulaye. Abdoulaye Touré, directeur du CERFIG en Guinée. Je laisse le présenter si vous souhaitez. D'accord, merci Fanny. Je voulais m'assurer que ma connexion est bonne. Est-ce que vous m'entendez tous? Oui. Très, très bien. Voilà, ok. Merci Frédéric, merci à tous pour ce webinaire qui est très intéressant, que nous suivons avec beaucoup d'attention. Alors, pour aller vite, moi, je me pose une question après vos présentations. On parle de l'ombre portée d'Ebola. Peut-être que pour cette épidémie, avec tout ce qui a été fait pendant l'épidémie d'Ebola, peut-être qu'on n'a pas eu suffisamment de temps pour consolider les acquis de l'épidémie, de cette pandémie de Covid. Moi, je me dis probablement qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une épidémie d'une telle envergure dans un délai très court après l'épidémie d'Ebola, et que probablement, si ça avait pris un peu plus de temps, on aurait pu être mieux préparé. Pourquoi je le dis? Dans la présentation de Moustapha Diop, il s'appuie beaucoup sur la stratégie de la santé communautaire. Moi, je suis de très près la mise en place de cette stratégie. Je sais qu'elle se met en place, mais que tel que défini, ça va prendre beaucoup de temps. C'est des milliers de relais communautaires et d'agents de santé communautaire qui vont être embauchés, pris en charge par la fonction publique. Je suis ces discussions, ça peut prendre un peu de temps. Peut-être que c'est le temps pour nous de consolider les acquis d'Ebola, parce que même cette stratégie de santé communautaire en Guinée, elle a été, on va dire, remise sur la table seulement après l'épidémie d'Ebola. La Guinée avait la santé communautaire, mais c'est après l'épidémie d'Ebola qu'on a rebâti un nouveau système qui s'est appuyé sur la santé communautaire, mais qu'on n'a pas eu suffisamment de temps pour le consolider. Peut-être que c'est une réflexion sur laquelle on peut discuter. Et l'autre chose aussi, je suis parfaitement d'accord, l'implication des anthropologues dans nos réflexions, dans des prises de décision dans le domaine de la santé publique. Là aussi, on pense peut-être que ça fait un peu son chemin, Frédéric l'a dit, à travers les différentes formations qui se font, et également d'autres formations diplômantes qui ont été initiées dans la foulée de l'épidémie d'Ebola à l'Université générale Lansana Conté de Somphonia. Là aussi, on peut dire que c'est des acquis d'Ebola, mais qui n'ont pas été suffisamment consolidés, mais sur lesquels il va encore, cette épidémie, cette pandémie de Covid nous fera revenir encore sur ces belles décisions, ces belles initiatives qu'on avait prises, peut-être sur lesquelles on n'a pas eu suffisamment de temps de travailler. Alors, pour taquiner un peu vous, les éminences d'anthropologie, alors moi, dans ma petite réflexion là, je dirais, est-ce que l'ombre portée d'Ebola, moi je dirais peut-être la lumière portée d'Ebola. Pourquoi? Parce que, pourquoi je le dis? Parce que quand je vois le début de l'épidémie d'Ebola, il y a des réflexes que nous n'avions pas. Certes, pendant cette épidémie de Covid, il y a eu encore un peu de difficultés d'adaptation des stratégies d'Ebola à Covid, mais le fait que certains acteurs de santé publique au niveau national avaient déjà eu l'habitude de se rencontrer, de travailler ensemble et d'imaginer des plans de préparation et de riposte et ainsi de suite, c'est peut-être la lumière portée d'Ebola qui a permis de faire cela. Donc, je vous taquine un peu, je lance la réflexion. Merci. Merci beaucoup, professeur Abdoulaye Touré. C'est vrai que dans la recherche scientifique, on pose des questions toujours de façon problématique. On sait qu'il y a eu... En fait, je voulais prendre plusieurs questions. Professeur, on va répondre après, avoir enregistré les autres questions. Voilà, problème de communication. Du coup, je vais laisser la parole à Blandine Villa pour poser sa question. Merci. Je vais partir. Merci. Merci au professeur Diop pour sa présentation de la situation en Guinée, qui n'est pas très différente de celle
du Burkina Faso. Bon, l'Afrique de l'Ouest, c'est un peu la même chose partout. Et je voudrais discuter particulièrement la question du confinement qu'il a posé. Il nous a bien expliqué que l'élite et la population n'étaient pas dans les mêmes conditions par rapport au confinement. L'élite pouvait disposer de plus d'espace, mais ne voulait pas être allée à l'hôpital, alors que la population qui était généralement dans des espaces beaucoup plus réduits, elle devait être confinée et que ça posait problème. En fait, moi, ma question, c'est par rapport au lieu du confinement, justement. Et si cette population qui, malgré la promiscuité dans laquelle elle vit, ne veut pas être confinée à l'hôpital, comment on fait? Voilà. Est-ce que les équipes ont été confrontées à de telles questions de personnes qui étaient à domicile, qui voulaient bien rester à domicile, qui ne voulaient pas aller à l'hôpital pour être confinées? Et comment on a pu résoudre ce problème-là? Est-ce que c'était par la coercition ou bien on a procédé autrement? Merci. Très bien. Et je vais me permettre de poser une troisième question directement qui vient du chat de Marianne Ballot, qui est assistante de recherche au CRCF, qui demande justement si vous avez réfléchi à la suite de vos travaux à des propositions concrètes pour pouvoir améliorer le renforcement des capacités des agents de santé et des acteurs communautaires. Je vous propose de répondre à ces 3 questions et on prendra après une salle de 3 autres questions. Et je pense que malheureusement, on n'aura pas le temps de faire plus, mais en tout cas, voilà, c'est très intéressant. Oui, alors je vais commencer à répondre au professeur Touré. Je suis tout à fait d'accord, professeur Touré, sur les acquis, mais certains acquis n'ont pas été consolidés, peut-être que le temps a fait défaut, mais il faut quand même reconnaître que le gouvernement guinéen a fait beaucoup d'efforts, même pendant la période actuelle, et très rapidement on a réagi, parce qu'au début, personne ne voulait aller à l'hôpital d'Onka. C'était pas équipé, il y avait un beau bâtiment, mais il y avait un problème. Donc, on avait aussi voulu anticiper sur le nombre de cas importants par anticipation, vu la vague de contamination en Europe. Donc, le gouvernement a anticipé, on a réquisitionné des hôtels, ça, il faut le souligner. La question qui se pose, c'est une question non pas d'acquis, mais de consolidation, surtout des structures de santé. Puisqu'il y a des projets dans ce sens-là, je pense que c'est à saluer pour que, si on a d'autres, on ne le souhaite pas, d'autres pandémies, que ces agents communautaires ne se sentent pas encore fragilisés et qu'on puisse encore tâtonner ou passer à côté de notre système ou nos stratégies de riposte. Deuxième, pour la formation, je pense que Frédéric a déjà répondu, sauf s'il a quelque chose à dire là-dessus. Concernant, d'ailleurs, la question de Blandine sur le confinement, ce qui est, en fait, la stratégie élaborée en Guinée de ce qu'on appelle ici confinement communautaire est une stratégie qui n'a pas été forcément volontaire, mais il se trouve effectivement qu'un certain nombre de cadres guinéens qui voyagent beaucoup, parce qu'on dit aussi que pour nous ici en Guinée, c'est la maladie de l'élite, mais aussi c'est la maladie des voyageurs. Et ce qui montre très bien que la commune de Ratoman, qui est une commune très riche, où il y a concentré l'élite du pays en termes de résidence, on a beaucoup plus de cas positifs. Donc, ça correspond effectivement à la réalité. Mais au début, les gens avaient peur de stigmatisation. Et donc, la stratégie qui a été élaborée a joué sur la notion de confinement, en fait. Ce que j'avais rappelé, pour justement couvrir la différence des situations. Mais les critères qui sont posés ont davantage favorisé
l'élite est restée à domicile que les autres catégories sociales. Je pense qu'il y a également d'autres critères qui ont joué, mais en tout cas, si ça n'a pas été volontaire politiquement, mais ça a mis en évidence les inégalités sociales en termes de logement, d'occupation spatiale. La réponse à Mayam Balo, je pense que nous sommes en train davantage, professeur Touré a montré effectivement qu'il y a, parce qu'il y a une direction nationale de santé communautaire en Guinée, les projets sont en cours, peut-être que l'épidémie est arrivée au moment où l'État guinéen n'a pas mis mettre en œuvre, mais il est prévu de renforcer et de former la capacité d'améliorer les conditions des agents communautaires. Oui, avant de reprendre une dernière salve de questions, je veux préciser que sur la question des recours, la présentation de Tidiane Barry va justement traiter de cette question-là cet après-midi sur l'expérience des recours en périphérie et sur leur implication ou non-implication dans le Covid. Et sur la question de l'acceptabilité du confinement, il y a aussi la présentation de Laurent Cognono cet après-midi où il interroge la façon dont les gens ont perçu ou accepté, voire refusé le confinement dans les centres de traitement. Très bien. Alors, je propose qu'on prenne une dernière salle de questions avant de finir cette présentation et de passer à la pause. Malheureusement, heureusement, il y a beaucoup de questions intéressantes dans le chat. On n'aura pas le temps de répondre à tout. J'indique quand même que, comme montré sur les slides, le mail de Moustapha est indiqué, donc n'hésitez pas à lui poser des questions par mail si vous le souhaitez. Quoi qu'il en soit, il y a des questions qui ont été posées qui seront également répondues dans les présentations qui arriveront, notamment la question sur la préparedness. C'est pour ça que je me permets de ne pas la poser ici. Donc, je vais prendre deux questions, dont une de Sylvain Fay qui a levé la main tout à l'heure. Je vais lui laisser la parole rapidement et après, je prendrai une dernière question dans le chat. Donc, Sylvain, si vous voulez poser votre question. Bonjour tout le monde. Bonjour, merci à Alice et toute l'équipe du CRCF. Merci à l'équipe du CERFIG. Bonjour à Frédéric. Et bonjour à professeur Diop pour la belle présentation. Moi, j'avais deux petites questions. À la suite de ce que vous avez présenté, je voudrais savoir, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de prendre en compte aussi la manière dont les informations à partir, pour les cas contacts pour le suivi communautaire, la manière dont les données ont été collectées et gérées. Parce que nous venons récemment, moi j'ai une équipe aussi en Guinée qui travaille autour de Donka avec Alima. Nous avons fait une étude sur les refus d'hospitalisation de personnes testées positives à la COVID-19. Et en réalité, on se rend compte qu'il y a un énorme problème autour des data, de la gestion des données, de la production des chiffres et des données au niveau de l'ANSS et au niveau du circuit. Je pense qu'il est nécessaire parce que ça impacte aussi la capacité des acteurs communautaires à obtenir des données et à pouvoir aller faire le contact tracing. Ça, c'était la première préoccupation. La deuxième, ça remet votre présentation intéressante parce que ça ramène la question de comment gérer la question des fausses adresses, des problèmes d'adresse. La dimension communautaire, on revient à ça parce que pourquoi ne pas retourner à l'orthodoxie et un travail communautaire qui permettrait à des personnes connues et reconnues dans le système décentralisé, qui connaissent les quartiers, qui ont la confiance des communautés et qui pourraient aider à gérer ce problème d'adressage. Parce qu'il faut analyser du point de vue socio-anthropologique, l'adressage, il y a une volonté. Qu'est-ce qui se passe derrière le fait de cacher son adresse? C'est parce que soit c'est un problème de confidentialité, on a peur qu'on soit découvert. Mais s'il y a des hommes de confiance, et je reviens à ce qui a été développé toujours dans Ebola autour de la crise de confiance dans la société guinéenne, qui explique aussi pourquoi on a beaucoup de difficultés.
Donc, voilà les deux préoccupations que j'avais. Je vous remercie et vous félicite encore pour le travail qui se fait au CERFIG en Guinée. Merci. Je pense qu'on va répondre à ces deux questions. C'est bon. OK. Merci beaucoup, professeur Sylvain Faye. Je suis bien content de vous entendre. Je pense que la première question sur la gestion de données, c'est un vrai problème actuellement, puisque et les débats d'ailleurs avec l'ANF est vraiment sur les chiffres concernant les décès communautaires, puisque si vous regardez le site web, vous connaissez bien la Guinée, la plupart des décès qui sont affichés, ce sont les décès hospitaliers. Et ça pose un problème très important au niveau des chiffres, mais aussi au niveau de la prise de conscience de risque, puisqu'au temps d'Ebola, il y a eu beaucoup de décès communautaires, et ça a montré la mobilisation et la prise de conscience de risque était important. De plus en plus ici, ça c'est un élément parmi d'autres qui montre l'importance des chiffres et le taux de décès au sein de la communauté. En Guinée, la plupart des décès sont dits hospitaliers, même si la maladie ou le décès a eu lieu à domicile avant d'aller, donc, disons, à la mort. Le décès est officiellement déclaré comme un décès, disons, hospitalier. Ce qui montre que dans la conscience collective, les gens pensent qu'il n'y a pas Covid dans la communauté, même si on parle de contamination communautaire, mais le taux de natalité est faible parce que le chiffre même peut être interrogé. On peut interroger tous les chiffres. C'est important, cette question de données, mais c'est des questions assez sensibles également d'un point de vue stratégique, d'un point de vue de positionnement des acteurs. Mais ce qui est important, c'est qu'en prenant le cas de décès communautaires, on montre très bien que la population ne croit pas actuellement à cette pandémie. Si on avait des décès communautaires, on aurait peut-être, et les chiffres montrent bien que les gens allaient prendre conscience de ne pas banaliser le risque de cette maladie. Donc, c'est une question très pertinente et en même temps très sensible actuellement dans tout ce qui est question de chiffres. Deuxième réponse, si la question d'adressage est une question très importante en Conakry, en dehors même du fait que les personnes préfèrent avoir des relations de proximité. C'est très, très important en Afrique d'avoir une relation de confiance, même pour se soigner. Ça, cette question est très bien connue. Mais au-delà de cette question, c'est que la question d'adressage pose effectivement le problème de développement urbain de la ville de Conakry. Le problème d'adressage, de circulation, de voiries secondaires et même des problèmes de sécurité. Et ça renvoie même à la question de fiscalité, puisqu'on ne sait même pas comment identifier et localiser les citoyens. Donc, c'est une question beaucoup plus globale qui va au-delà de la question sanitaire, qui soulève ici la question à la fois des propriétés en centre urbain, d'aménagement du territoire et de développement urbain.